Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus aujourd'hui pour écouter une table ronde. Je vous rappelle le thème du savant fou à l'entrepreneur mégalo, figure de l'hybris. Donc pour en parler avec nous, nous avons Anouk Faure, donc qui est plasticienne et illustratrice et autrice surtout de La Cité diaphane, sortie aux éditions Argile. Avec nous, nous avons aussi Léo Henry, donc écrivain de français de littérature imaginaire, fantastique, science-fiction. Je ne vais pas dérouler l'intégralité des titres que tu as écrits parce que sinon la table ronde va être très courte. Du coup, on peut citer Le Cas du Continuum, Hildegarde. Et dernièrement, tu as sorti Hector, audition Rivage. Tu sors aussi 1000 saisons au Bélier bientôt et une nouveauté aussi au mois de septembre, audition La Volte. Et enfin, nous avons Quentin Boeton, Alt 236, qui est un YouTuber spécialisé dans la pop culture et l'imaginaire. Et l'imaginaire. Pop culture, voilà. C'est connoté déjà. Donc voilà, avant de commencer, je me suis amusé à aller chercher la définition de l'hybris sur Wikipédia, parce que je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est réellement que la figure de l'hybris, ou d'ailleurs hubris en grec, j'ai appris ça ce matin. Donc, c'est une notion grecque qui se traduit le plus souvent par démesure. Elle désigne un comportement ou un sentiment violent inspiré par des passions, particulièrement l'orgueil et l'arrogance, mais aussi l'excès de pouvoir et ce vertige qu'engendre un succès trop continu. Les Grecs lui opposaient la tempérance et la modération, qui est d'abord la connaissance de soi et ses limites. Donc, ma première question sera pour notre chère autrice. Qu'est-ce que t'inspire pour toi l'hybris, justement, dans la création de tes personnages et un peu dans la création de ton roman, déjà? Dans le cadre de mon roman, déjà bonjour. Dans le cadre de mon roman, on va dire que c'est effectivement un thème assez central, vu que c'est un peu le mot, l'hybris pourrait désigner presque le personnage principal du roman, Vanor, qui est vraiment la définition grecque du mot, c'est-à-dire dans la notion d'hybris grecque, il y a vraiment cette idée que dans le partage des destinées, une part est attribuée à chacun, et celui qui veut dépasser sa part, outrepasser ce qui est autorisé et concurrencer les dieux, reçoit en retour la némésis, qui est donc le châtiment divin dans un sens. Et c'est vraiment ça qui se passe pour le personnage principal, qui est un oracle, un ou une oracle qui veut obtenir des connaissances divines et reçoit le châtiment en retour, ou du moins la divinité essaye d'imposer ce châtiment. Quelqu'un a envie de rebondir dessus, sur cette notion-là, peut-être, Quentin ? Au moins dire que c'est souvent des personnages qui sont fascinants à suivre et à analyser, parce que dans l'hubris, il y a cette notion qui est négative, de dire qu'on s'éloigne d'une forme de raison pour aller vers une démesure qui sous-tend qu'on peut tomber. Donc cette idée de rise and fall, un petit peu, qu'on a envie de voir dans ces personnages-là. On les admire parce qu'ils ont une espèce de liberté, de folie comme ça, qui peut faire envie d'un côté. Ils ont pas de limite quelque part, et ça peut donner des choses très intéressantes. On va le voir plus tard, notamment dans le fantastique. Mais il y a quand même cette notion aussi de à quel moment on rentre un peu dans Icare et de ce moment de s'approcher trop près du soleil. Et c'est, je pense, des personnages très intéressants à suivre parce qu'on les déteste autant que malgré nous, on admire leur façon de repousser les limites. Voilà. Est-ce que nous aurions tous en nous une part d'hybris ? Léo ? Peut-être. Il était en pleine hybris, du coup. Moi pas, clairement. Vous peut-être, moi pas, non, ça va. Non, peut-être, moi je voudrais rebondir sur dans la définition que tu as lue sur l'idée du pouvoir, parce que je pense que c'est un peu central dans ce truc-là aussi, c'est qu'est-ce qu'on dépasse, quelles sont les limites, qui a décidé qu'il y avait des limites, et je sais pas, moi ça me pose question, la figure du savant fou, dans la mesure où qu'est-ce que transgresse le savant pour qu'on dise qu'il est fou déjà, et est-ce que c'est vraiment, le savant fou est vraiment un savant? Voilà, j'ai pas du tout répondu à la question et j'en ai posé 2 autres. Alors, est-ce que C'est vrai que souvent il y a quand même la notion de morale qui vient assez vite entrer dans la notion de savant fou, de personnes en situation d'hubris, c'est-à-dire qu'il y a vraiment cette question il veut prendre plus que ce que la morale de la société dans laquelle il est autorise, dans un sens. Oui, ce qu'il y a de dérangeant dans la morale, c'est que c'est toujours la morale des autres, de toute façon. C'est ça, et que oui, effectivement, c'est vrai qu'il y a cette idée de liberté aussi souvent dans l'hybris. C'est vrai qu'on pense aussi à la figure de Prométhée, qui est
une forme d'hybris positive dans un sens, mais qui dépasse là du coup les limites d'une sorte finalement de théocratie ou de pouvoir autoritaire divin. C'est un peu un rebelle finalement. Et je rajouterais juste, parce que moi j'ai vraiment cette approche, notamment du scientifique, c'est un trope, hein, un motif qui revient souvent de scientifique a un sujet d'étude qui peut être souvent animé de plutôt bonnes intentions, mais qui dans le process va se trouver face à un dilemme qui est de dire est-ce que je m'arrête dans les limites de ce qu'on autorise ou est-ce que quelque part, si j'allais un peu plus loin, typiquement le trope de tester sur soi ce que tu es en train de créer avant de faire du mal à quelqu'un d'autre et tout. Et c'est très intéressant parce que, outre la morale, qui est clairement une question hyper intéressante à interroger vis-à-vis de ce genre de personnage, mais il y a aussi des moments où les faits objectifs viennent te dire que là, tu as été trop loin. Il y a une créature qui sort de la dimension que tu as ouverte, il y a ton corps commence à fondre, enfin, il y a des trucs qui, au-delà de toute morale, mais, mais je trouve que c'est quand même fascinant parce que c'est des personnages qui, en plus de tout ça, arrivent à ramener tout un univers, un champ lexical qui est celui de l'exploration, qui est celui de l'interdit, qui est celui de l'inconnu, qui sont quand même des territoires en soi. Et souvent, le scientifique, peut-être encore plus que l'entrepreneur qui, lui, va être plutôt comment j'utilise la technologie du scientifique pour en retirer un profit ou du pouvoir, etc. Il y a quand même ce scientifique qui, animé de bonnes intentions, se retrouve à soit provoquer le mal, soit à le faire à lui-même. Et je trouve que on retrouve le mythe des grands explorateurs là-dedans, alors même que ça peut être devant des pipettes, mais je trouve ça génial que ça réussi à colporter aussi cette richesse et qui, moi, me fait fasciner ces personnages-là parce qu'ils vont trop loin, mais ils ont une envie de découvrir l'inconnu, d'aller être pionnier de quelque chose. C'est ça qui fait que je les admire plus que leur démesure, entre guillemets. Dans l'Ibris, il y a aussi enfin, le syndrome de l'Ibris, c'est aussi Prométhée était un demi-dieu, donc c'était un peu à part, mais c'est Sisyphe qui va échapper par plusieurs fois à la mort. Il y a cette volonté d'immortalité, il y a cette volonté de dépasser le cadre. Tu parlais des règles. La première règle auquel on n'échappe pas, c'est la mort. La plupart de ces scientifiques fous, on l'interprète par vouloir repousser les limites de la vie elle-même. Est-ce que vous avez comme ça des exemples qui vous viennent comme ça en tête de scientifiques qui auraient pu vouloir aller jusque-là? Il y avait juste Disney, je ne sais pas si c'est une légende urbaine, mais pendant longtemps, il y avait cette idée que Walt Disney s'était cryogénisé avec l'idée d'attendre que quand on aura la technologie. Alors, je ne sais pas si c'était avéré ou pas, mais c'est un truc. Il y avait un épisode de Striptease, si je ne me trompe pas aussi, sur une espèce de baron dans un château très désargenté, un peu tragique, et qui avait mis sa femme dans une espèce de caisson cryogénisé et qui luttait contre les coupures de courant. Enfin, c'est un truc qui est quand même un peu sous-jacent, je trouve. C'est l'expression ultime de l'hubris et j'estime que je dois me couper à cette fin qu'on a tous parce que mon existence, quelque part, doit être prolongée. Et ça, pour le coup, je trouve que ça rejoint vachement la figure des auto-entrepreneurs, Silicon Valley, comment est-ce qu'on pourrait repousser les limites humaines, etc. C'est un truc qui est très, très en vogue, un peu dans le transhumanisme. Enfin voilà, on va très vite aller vers ce genre de thématiques qui sont hyper fascinantes, en tout cas en termes de fiction, quoi. Vous avez tous, dans vos romans, d'une manière ou d'une autre, utilisé des personnages de la Libris Fort. Quel est pour vous ce sentiment? Est-ce que c'est une façon de vous en échapper aussi? Yo? Moi, je m'échappe de l'hubris de ouf dès que je peux. Non, en fait, ce que je trouve intéressant dans ces exemples qui sont donnés, c'est que c'est pas des savants. En fait, Disney c'est pas un savant, les milliardaires c'est pas des savants, les barons sont pas des savants. En fait, ce que je trouve étrange dans l'idée même du savant fou, c'est qu'est-ce que ça dit de la science en fait. Et clairement, les savants fous c'est pas des scientifiques parce que déjà la science c'est une affaire collective. Donc on va pas décider tout seul de ce qu'on fait. Donc c'est plus des espèces d'ingénieurs fous. Et puis surtout, en fait, le problème du savant fou, c'est qu'il a. En fait, vraiment, moi, la question que ça me pose en tant que figure, c'est qu'est-ce que ça dit d'être fou, qu'est-ce que ça dit de la science et qu'est-ce que ça dit du pouvoir, en fait. Et clairement, moi, les gens qui m'inquiètent, c'est pas tellement les scientifiques, en fait, c'est les gens qui appliquent ou qui créent les récits autour de la science. Et donc, ouais, effectivement, ces trucs de transhumanisme, en fait, c'est avant tout un récit de gens qui ont le pouvoir et ensuite qui essayent de dire ce que la science peut ou ce que la science doit. Et du coup, pour répondre à ta question, parce que je vais le faire, en fait, je me suis rendu compte que dans ma trilogie de pop culture, on va dire, le plan du méchant est le même, quel que soit le genre que j'ai abordé. Et le méchant, c'est un urbaniste, en fait. Enfin, le méchant, c'est en gros, c'est des ingénieurs stipendiés par l'État et qui ont et les moyens, et le plan, et le projet.
et qui font le mal, en fait. Et ça, je pense beaucoup plus que le savant fou, parce que je crois que le savant fou, il n'existe pas. Voilà. Tu ne penses pas qu'il y a des vrais scientifiques qui peuvent se... Tu dis, quelles sont les morales? Il y a quand même peut-être des morales objectives que ces scientifiques-là peuvent pousser sur, je sais pas, sur des enfants, sur... Ouais, mais des c'est choses pas comme les ça. scientifiques tout seuls. C'est pas Jean-Michel CNRS qui décide qu'il va cloner des êtres humains. En fait, c'est un cadre. Enfin, je veux dire, ils vont faire ça dans un cadre politique, en fait, et de. Oui, Donc, on est vite sur le professeur Mengele, là, dans ce cas-là. Donc, Mais en fait, ouais, c'est qu'est-ce qui rend possible le fait qu'il y ait des vrais savants fous dans la vraie vie. Et les vrais savants fous dans la vraie vie, ils sont jamais tout seuls. En fait, c'est pas un type avec des cheveux comme ça qui est dans son laboratoire et qui appuie sur le bouton et qui fait c'est pas ça qui se passe. Enfin, des savants fous, il y en a, mais en fait, ils le sont dans un cadre politique. Et donc, du coup, comment dire, déplacer cette question sur la figure d'un individu qui serait pris d'hubris et qui irait transgresser des règles divines, c'est un récit. Voilà, auquel moi je suis pas sûr d'adhérer. C'est-à-dire que moi, les méchants, je pense pas qu'ils ressemblent à ça. je les vois plutôt dans les costards cravates dans les bureaux, quoi. Alors, pardon, ouais, c'était ça. Non, pas nécessairement. Je pense que ouais, j'ai gardé cette réponse pour plus tard parce que c'est le seul truc intelligent que j'ai à dire. Donc Oui, tu voulais répondre, Quentin? Tu voulais rebondir? Non, ça dépend si on se place effectivement dans un cadre réaliste. Je te rejoins à 200% dans ce que tu dis. Effectivement, c'est des gens on pourrait se mettre d'accord sur le fait que c'est des gens qui travestissent la science et peut-être restreindre à dire c'est des gens qui ont accès à une forme de connaissance technique, scientifique et qui, dans un cadre fictionnel qui est, je te rejoins, assez éloigné de ce qui se passe en réalité face à ces questionnements, mais qui quand même reste une figure fascinante et qui reste un peu comme une image d'Épinal, tu vois, qu'on essaie de rejoindre un peu comme ça, mais qui n'existe jamais vraiment dans le réel. Après, la science, tu touches à des questionnements hyper fascinants et on l'a vu, on prend l'exemple du Covid par exemple, on voit très bien que des gens qui ont le même titre peuvent se mettre à dire des trucs complètement hors sol et qui justement s'éloignent de la collégialité scientifique. Et après, je suis d'accord avec toi que c'est des questionnements trop imbriqués avec les sociétés dans lesquelles on vit pour pouvoir trouver un vrai savant fou pur jus comme on est en train de le fantasmer un petit peu. Je suis d'accord avec ça. En littérature ou dans les films, on pense tout de suite aussi à des figures un peu sympathiques, comme Doc Brown dans Retour vers le futur, ou j'ai oublié son nom, celui qui fait Jurassic Park, qui a dépensé sans compter. Pardon? John Hammond, merci. Est-ce que ces figures-là vous font vous paraissent illusoires, ou vous pensez que c'est vraiment une volonté quand même de rendre le scientifique sympathique malgré tout? Donc, c'est difficile à dire parce que moi, pour le coup, c'est vrai que je me suis pas tellement intéressée directement à cette question dans la science à proprement parler, et encore moins dans la science dans le monde où effectivement, comme dit Léo Henry, la science, pour moi, c'est quelque chose de collégial. Et les problèmes d'hubris peuvent venir plutôt du côté des gens qui financent et qui ont des intentions derrière l'utilisation de cette science. Après, je pense que dans le cadre fictionnel, il y a deux choses à distinguer. C'est effectivement cette figure de l'entrepreneur ou de l'hubris dans l'utilisation, dans le fait de vouloir obtenir un pouvoir sur les autres à travers la science. Et d'un autre côté, des figures plutôt de savants qui peuvent être obsédés par la recherche de la connaissance. D'ailleurs, c'est le sujet du salon ici aux Intergalactiques, c'est la libido scienti, le fait d'être le désir de savoir qui dépasse les bornes. Et effectivement, dans un cadre fictionnel, ça peut, on peut envisager que ça parte assez loin, dans le sens où ce désir de connaissance étant intarissable, il va conduire à des actes fous. Mais c'est des préoccupations qui ne sont pas vraiment celles du réel, effectivement. dans le réel, nous avons justement eu, tu m'as un peu coupé l'herbe sous le pied, nous avons eu dernièrement un scientifique marseillais qui s'est un peu fait avoir par l'hybris. Pour le coup, là, on est vraiment il a des conséquences quand même sur la population. Il a convaincu des gens, il a été écouté. On est quand même là loin du cadre fictionnel quand même là. Est-ce que vous en pensez quoi de ce personnage-là, par exemple, de votre point de vue d'Ibris? Je ne sais pas de qui tu parles. Mais non, alors oui.
est-ce que la question, c'est de savoir si les récits nous informent sur les réels? Alors, dans ce cas-là, c'est oui, en fait. Et je pense que ce personnage, il existe parce qu'on a mangé de la figure du savant fou et il en joue. Il a le physique, il fait tout pour, en fait, pour ressembler à une figure de fiction. Donc on adhère à cette figure de fiction parce qu'on la reconnaît, on la connaît. Donc je pense pas que la figure du savant fou soit anodine ou qu'elle ne dise rien du monde tel qu'il est. En fait, je pense qu'au contraire, elle dit des choses. Et je trouve ça intéressant aussi. Moi je sais pas sur la question de trop de connaissances. Moi, je sais pas. Enfin, je sais pas. Je sais pas quelles sont les conséquences néfastes au fait de savoir trop de trucs, en fait. Et enfin, moi, à titre personnel, je trouve que c'est cool de savoir des trucs. Ah, mais je suis complètement d'accord. Ouais. Non, je dis vraiment dans un cadre fictionnel. Oui. Enfin, c'est vraiment dans l'idée de, comme, Prométhée qui veut transmettre la connaissance du feu aux hommes, ou dans le cadre de mon roman, le personnage qui veut obtenir des connaissances divines et les dieux sont pas forcément d'accord. Et c'est, dans le sens grec, c'est effectivement ça, de vouloir dépasser sa condition, et c'est plus une quête personnelle qu'une quête de pouvoir sur les sociétés humaines. Et du coup, ça va trop loin dans le sens où tu as une autorité céleste à un moment qui arrive et qui dit non, là tu t'approches un petit peu trop, comme le mythe d'Icare finalement. Mais c'est dans ce sens-là que je disais que c'est pas forcément des préoccupations très réelles, et dans notre monde, effectivement, le trop de connaissances est difficile à envisager. Oui, c'est vrai. Mais non, mais c'est cool. Enfin, je trouve ça vraiment intéressant parce que et Prométhée, pour le coup, est vraiment une figure intéressante parce que c'est un rebelle et que dans l'histoire, on nous dit que c'est cool, en fait. C'est cool de transgresser ce truc mais parce que sinon, la figure du savant fou, pour moi, c'est aussi une figure de rappel à l'ordre, en fait. C'est de dire c'est ça. Là, on te dit que tu vas trop loin. Et qui dit que tu vas trop loin et qui et ben ouais, le démon qui surgit de l'autre monde, il te dit t'es allé trop loin. Et je fais ok. Mais c'est ça aussi. Enfin, il y a aussi ça dans le savant fou, c'est que le savant fou, il se place hors société du fait qu'il est savant. Et ça, moi, je trouve que c'est une figure questionnante, en fait. C'est de dire à quel stade de connaissance tu deviens un problème pour la société, quoi. Enfin, à quel stade de connaissance tu deviens un problème politique, en fait. C'est on t'attribue à un truc de ouais, on comprend plus ce que tu racontes, quoi. Alors effectivement, la plupart des scientifiques, quand ils parlent, on comprend pas. Enfin, moi, je comprends pas ce qu'ils racontent, quoi. Mais est-ce que c'est un problème, ou où est le problème? Est-ce que le problème, c'est de m'éduquer moi et de réussir à comprendre ce qu'ils racontent, ou est-ce que de dire ah, tu parles en équation, je ne sais pas ce que tu dis, tu es sans doute très dangereux, un démon va venir te dévorer. Peut-être que c'est aussi représentatif, cette idée même d'hubris, de société où pendant très longtemps on a considéré que voilà, justement, la connaissance était dangereuse, qu'il fallait se garder du fait que certaines personnes aient des connaissances. Et typiquement, on peut penser aux femmes qui d'ailleurs sont souvent c'est souvent des figures masculines, ces figures de savants ou d'entrepreneurs, c'est très rarement des figures féminines. Et il y a vraiment eu cette défiance pendant très longtemps, et peut-être encore aujourd'hui d'ailleurs, quand on voit que les femmes sont encore très effacées en sciences, du fait que les femmes détiennent des connaissances, et qu'il fallait du coup avoir des récits aussi de garde sur le fait de oh ouais, attention, trop de connaissances, ça peut être dangereux, quoi. Mais même d'ailleurs, ça a été la raison des bûchers des sorcières, c'est qu'une femme qui a une connaissance, c'était une sorcière. C'est pas on est très loin du savant fou là. C'est justement cette notion négative tout de suite quand une femme a des connaissances. Est-ce que du coup vous avez comme ça, alors, il y a d'autres exemples. Moi, j'aurais parlé de Marie Curie un peu. Est-ce qu'on peut la classer dans la catégorie savant fou finalement? Léo, il se désolidarise, j'ai l'impression. Quentin, tu as un niveau? Moi, je ne saurais pas parler de Marie Curie. Malheureusement, je n'ai pas assez de connaissances pour te donner un avis valable là-dessus. C'est un peu pareil. Après, c'est vrai que c'est plutôt voilà, une femme qui s'est tellement complètement dédiée à son travail qu'on peut considérer dans un sens que ça dépasse les limites de la raison. Mais parce que voilà, on sait tous qu'elle est morte du fait de ses recherches sur le nucléaire, mais en même temps, c'était aussi lié aux limites de connaissances de l'époque. C'est peut-être qu'elle n'aurait pas fait les choses de la même façon si elle avait eu les connaissances qui ont découlé de son travail d'ailleurs. Et alors, pour revenir sur le mythe de l'entrepreneur, en quoi justement aujourd'hui ce mythe de l'entrepreneur, on va parler de l'éléphant dans la pièce, hein, Elon Musk par exemple, voilà tout de suite. En quoi est-ce qu'aujourd'hui c'est un rêve qui nous vend, ou c'est du marketing, ou c'est vraiment il y a vraiment une recherche scientifique à l'intérieur? On peut bâcher un peu Elon Musk, c'est maintenant. Ouais, c'est maintenant. Okay. Ouais. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que il a opté pour quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps, c'est d'être conscient de sa stature et de le jouer comme s'il était un personnage de film. Il a un peu émergé comme étant un Tony Stark, tu vois, celui qui a des idées assez fantasques pour faire des trucs un peu fous, mais qu'en même temps est milliardaire tellement il a réussi et tout. Et à voir à quel point il est teubé, genre en fait sans arrêt, quoi. On est en train de complètement remettre en question
En fait, cette espèce de figure un peu Silicon Valley là qu'on a tellement mis sur un piédestal pendant des années, et en fait, on se rend compte que il est complètement victime de son hubris, mais H24, et c'est presque touchant quelque part de voir à quel point tu peux être milliardaire, être dans une posture avec en plus un culte qui est vraiment en plus des gens qui le suivent aveuglément, etc. Et je trouve ça fascinant de voir que la construction sociale un peu mythique, un peu image d'Épinal, elle résiste pas au monde, en tout cas ultra connecté, capable de vérifier les choses, alors qu'avant on pouvait vendre des récits peut-être plus facilement parce que c'était une information très descendante, télévisuelle ou des choses enfin, académiques. Là aujourd'hui avec Internet, il y a eu quand même un contre-pouvoir de vérification, de contre-discours et tout qui font que Elon Musk aurait peut-être pu être fascinant dans les années 60 en étant comme ça, mais à l'heure d'aujourd'hui, c'est vachement remis en question par le réel et par le fait que tout le monde peut s'emparer aussi de ça et apporter des contre-discours. Chose qu'il n'y avait peut-être pas avant. On était un peu soumis à recevoir ça comme une parole d'évangile. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors que aujourd'hui, on se rend compte que l'entrepreneur n'est pas que génial, fait aussi des choix catastrophiques. Enfin, on le voit avec Twitter, on le voit avec Tesla, avec tous ces trucs qui étaient censés être des fers de lance de son génie. On se rend compte que c'est super mal géré et qu'il fait des choix pas du tout. Il est complètement parti loin du réel pour le coup, je trouve. Et quitte à plus faire ce qu'il faut. Pourtant, pendant des années, justement, on nous a vendu ce rêve-là avec Apple, avec Microsoft, sur ces entrepreneurs qui, en fait, on le sait, aujourd'hui, n'avaient quand même pas grand-chose de scientifique. Ils ont plutôt pillé les idées des autres. Donc, à votre avis, est-ce que le scientifique est condamné, le scientifique fou est condamné à servir de faire-valoir à l'entrepreneur? Léo, Non, je sais pas, non, je ne sais pas. Mais en fait, ce qui manque dans l'histoire d'Elon Musk, je sais pas, moi je trouve pas ça fascinant une seule seconde et je trouve même pas ça marrant en fait parce que c'est notre argent. Donc il y a pas de lol pour moi dans le fait qu'il soit ridicule. En fait, c'est juste triste. Je sais pas, c'est un constat très triste sur l'époque, mais le gars il est né milliardaire, il est milliardaire, il fait n'importe quoi. Enfin, je sais pas comment dire. Enfin, il y a pas de, enfin pour moi il y a je sais pas, il faudrait réussir à écouter ailleurs ou écouter autrement. Enfin, il faudrait juste qu'il ait pas cet argent-là, quoi. Mais après qu'il soit malin ou qu'il soit teubé, ouais, c'est en train de s'arranger à la marge. Enfin, je sais pas comment dire, quoi. Non, enfin, je crois pas que c'est en train de s'arranger, en vrai. Et que ce soit Elon Musk ou Bernard Arnault, en fait. Enfin, je veux dire, ça, et que là, ça raconte pas des histoires de scientifiques, en fait. C'est juste enfin, je sais pas comment dire, quoi. Ça raconte une histoire d'argent, en fait, et de captation de notre argent. Donc, je sais pas. Je suis pas. Et je crois que ça a très très peu à voir avec de la science, en fait. Vraiment. Mais... Avec la connaissance, avec le fait d'avancer collectivement vers une meilleure connaissance du monde, quoi. Mais est-ce que justement la science est collective? Est-ce que c'est toujours la science est collective? Est-ce qu'il n'y a pas non plus dans l'histoire des moments où une personne a pu réellement changer le cours de la science? Non. Je suis assez d'accord avec ça parce qu'en fait on se rend bien compte que tous les trucs, enfin quand on était à l'école, on nous a un peu vendu des récits de machin a découvert ça, un tel a découvert l'électricité, puis en fait c'est jamais le cas. Enfin d'ailleurs, il y a une exposition très intéressante en ce moment à Paris sur Gutenberg et l'imprimerie, où voilà, on nous a toujours vendu que Gutenberg avait inventé l'imprimerie à caractère mobile, par exemple. Hein, mais déjà, il y avait des mécènes et une équipe derrière, et en plus, il y a aussi un manuscrit coréen du XIVe siècle qui est exposé, qui est imprimé en caractère mobile, donc bien avant Gutenberg aussi. Donc voilà, je pense que c'est plutôt un narratif qu'on a envie d'entendre, d'avoir des figures héroïques qui ont inventé et découvert des trucs, qu'une réalité scientifique. Dans le courant de la science, il y a eu différents mouvements scientifiques, différents mouvements indépendants qui se sont parfois écharpés les uns les autres. Est-ce que du coup la science est inévitablement doit être quelque chose de collectif, et donc du coup dans ce cas-là, l'image du savant fou est complètement inexistante? Est-ce que c'est votre avis? Est-ce que c'est une vision complètement, on va dire, de Frankenstein, depuis Frankenstein, cette vision-là est une espèce d'illusion et n'a jamais eu lieu? Moi, je veux pas frustrer Léo qui a tout à fait raison, je pense, vous le faites tous les deux, de réinterroger complètement cette figure, et je suis assez d'accord pour dire qu'il n'y a pas de savant fou dans l'absolu, on peut peut-être se mettre d'accord là-dessus. C'est à une période, Giordano Bruno ou Galilée, on va dire, tu dis n'importe quoi, puis en fait on se rend compte qu'ils ont raison. Donc oui, c'est daté dans le temps, en fonction d'une société donnée, de ses croyances, du pouvoir en place. Donc ça, moi je suis
hyper d'accord pour dire que finalement, c'est pas une figure qui existe réellement. Après, on l'a vu avec les nazis. Je pense que c'est aussi un moment clé dans la vision qu'on a de la science, qu'on prenait un peu en mode Hippocrate, tu vois, genre forcément tourné vers le bien, etc. Et là, on se rend compte que dans un moment donné précis, avec des questions de pouvoir et de trucs très politiques, là, je te rejoins à 200%, on a pu voir des gens qui ont fait de la science quelque chose, enfin, qui l'ont utilisé pour faire des choses, en tout cas, qui sont, on va dire, c'est même plus une question de morale. Enfin, on leur a laissé faire les pires choses, en gros, quoi. Et la science a été capable de ça. Et je pense que dans la fiction, il y a aussi ça a été un point important. C'est pas par hasard si on s'est chopé des méchants nazis pendant des années et qu'il y avait toujours un petit scientifique qui traînait dans le coin pour bien rappeler que cette alliance pouvoir et science, si elle est utilisée à mauvais escient, peut quand même donner des trucs dramatiques et qui, pour le coup, ont bien existé. Est-ce qu'on peut parler de savants fous? Non. C'est des gens qui avaient des très gros QI, qui ont juste l'argent, la latitude et qui étaient dans une mentalité qui a fait que ça a été rendu possible. On peut trouver que c'est fou, et oui, de mon point de vue, ça l'est, mais c'est arrivé et ça a touché des. Enfin, ce serait trop facile de dire qu'ils sont fous, en fait. Je pense que ce serait quelque part mettre complètement le côté de dire que c'est très humain et que si on te donne, si on enlève la morale, peut-être quelque part on peut se mettre d'accord si c'est plus un problème. Bah, du coup, oui, on peut avoir des choses qu'on qualifierait de savants fous et pour autant c'est bien plus triste que ça. Et je rejoins ta vision un peu, tu vois pleine de sel, je sais pas comment dire, mais et non, mais tu as tout à fait de raison de ramener ça au réel, parce que pour moi, on parle d'abord d'imaginaire, mais c'est vrai que tu te rends compte que tout ça est une question d'histoire qu'on nous raconte, et c'est peut-être ça qu'il faut interroger, pourquoi on nous raconte ces histoires-là, pourquoi elles résonnent en nous, pourquoi est-ce qu'on a envie de continuer à y croire, alors que la réalité est peut-être bien plus morne, bien plus prosaïque, et tournée vers le profit / une forme de pouvoir quelconque à un moment donné. Ouais, je vais sortir une grosse banalité, mais après on peut aussi évoquer cette idée d'extraordinaire banalité du mal d'Hannah Arendt, où en fait les gens, on leur donne un truc à faire et c'est leur domaine de compétence, c'est rigolo. Et effectivement, c'est un truc qu'on voit beaucoup dans l'ingénierie actuellement, dans le développement, notamment des solutions de contrôle technique de la population, par exemple, de contrôle social, des choses comme ça. Derrière, il y a des développeurs qui, en fait, on leur dit tu vas développer telle partie de tel programme, ça va être rigolo, et ils sont confrontés au challenge technique plutôt de faire la chose, au côté ludique de faire la chose, et la question morale finalement elle est écartée d'eux et extraite d'eux, je pense. Je suis super content parce que c'était le truc intelligent que je voulais dire, que j'avais gardé en réserve. Désolée. mais non, mais c'est trop bien. Mais je pense que, comment dire, pour insister sur le cadre politique, je pense qu'une des choses qui rend possible non pas l'existence singulière du savant fou, mais je sais pas dévoiement, mais c'est pas un très beau mot, mais de la science, et aussi la façon dont est organisé l'enseignement de la science et la mise en pratique de la science. Et effectivement, je dirais, il y a plein, je veux dire, maintenant, l'essentiel des ingénieurs, ils taffent, c'est résoudre des problèmes, effectivement, c'est avoir une question et trouver la solution à la question. Donc c'est très amusant de résoudre des problèmes. Et puis après, tu te rends compte que tu es en train de résoudre un problème de balistique, et puis tu te rends compte que tu es en train de fabriquer. Et en fait, c'est pas ça sur sur quoi tu es en train de plancher. Tu es en train de plancher sur envoyer tant de tonnes de trucs à telle distance, à telle vélocité. Hein. Et ça, il y a un vrai souci sur qui sait quoi, en fait. Et typiquement, en France, on a quand même un vrai truc de cloisonner complètement les filières, et où les gens qui se posent des genres qui font de la philo ou qui font même de l'histoire des sciences, c'est pas du tout les mêmes gens qui trouvent les solutions techniques. Et là, je pense qu'il y a un vrai problème de continuité entre les deux, parce que les deux savoirs sont quand même interdépendants, et ce serait vraiment pas mal d'avoir des gens qui savent faire les trucs, mais qui savent là où il faut pas faire les trucs, et d'autres et qui soient pas distincts des gens qui ont des idées morales très arrêtées et qui sont absolument incapables d'aller voir ce que font les gens, en fait, parce qu'effectivement, on comprend rien. Voilà. Mais on peut mieux faire. C'était ça aussi, pardon, on va pas rester sur une note négative. On peut mieux faire. Il faut mieux faire. Et du coup, justement, ce récit du scientifique un peu fou, un peu, qui nous est vendu aussi en cours de sciences. Enfin, on a toujours cette vision. Tu parlais d'école et c'est intéressant, puisqu'on nous a quand même en cours de sciences vendu le scientifique tout seul dans son laboratoire. Quelle est l'utilité de ça, justement? Tu penses que c'est vraiment Non, mais ouais, mais ça en nous le vend vite fait, enfin, parce qu'après tu t'engages dans des études scientifiques et tu te rends compte que de toute façon c'est pas le cas. Je fais un rebond parce que mon cerveau a fait un rebond. C'est qu'il y a un problème d'organisation de l'enseignement, mais il y a vraiment un problème de pognon. Parce qu'il y a ça aussi, c'est-à-dire que moi, les gens que je connais qui font de l'ingénierie à un peu haut niveau
et ben le meilleur endroit où aller taffer, c'est chez le diable en fait. Il y a aucun doute. Enfin, je veux dire, tous les cinglés de la Silicon Valley, c'est eux qui ont tout l'argent. Et donc évidemment, si tu t'intéresses un peu de près à n'importe quoi d'un peu pointu, la génétique, l'intelligence artificielle, l'informatique, je sais pas quoi, et ben évidemment, tu vas aller taffer chez Google, chez Amazon, chez Apple, parce que c'est eux qui ont le pognon. Ou Mais Boston Dynamics, si on veut aller plus profond. Un beau mélange de science et d'ingénierie bien flippante aussi. Il y a quelque chose. Ouais, sûr. Boston Dynamics, je sais pas si vous voyez ceux qui font des vidéos de chiens robots là qui glissent et qui se relèvent sur la glace. Eux, pour le coup, je trouve qu'ils ont on est dans du réel. Hein. C'est des applications pour l'armée, tout ce que tu veux de bien pire, etc. Mais pour le coup, c'est quand même un exemple qui me vient en tête d'un truc où on se dit waouh. Hey, vous allez un peu loin parce que là ils foutent des flingues sur les chiens. Enfin, à chaque fois que tu vois une nouvelle vidéo, c'est de plus en plus flippant, tu vois. Mais on questionne pas ça parce que quelque part c'est l'industrie. Il y a un truc, tu vois, qui est très flippant. Quoi. Finalement, on en revient à dire que l'hubris ultime, c'est le capitalisme. Oui, oui. Toi qui le dis, mais moi. C'est le complexe militaro-industriel. Mais pour de vrai, enfin, il y a ça aussi. Je sais plus quel est le pourcentage, mais c'est un truc de zinzin sur le financement de la recherche scientifique aux États-Unis. Je sais pas quelle est la gueule du financement en Chine, par exemple, mais je pense que c'est l'armée en fait qui file le blé à toute la recherche en tout. Et donc du coup, il y a aussi ça. C'est qu'est-ce qu'on est en train de chercher en fait, qu'est-ce qu'on fait. Il faut récupérer la science. C'était ça le message. Voilà. Reprenons la science. Et donc, tu penses que la science sans l'hubris peut aujourd'hui ramener des choses plus bénéfiques, plus positives? Ben, c'est la connaissance, ouais, donc oui. Oui. Et non seulement ça, mais puis on va pas s'en sortir sans ça, en fait. Il y a ça aussi qui est un peu désespérant. C'est qu'on en a besoin, en vrai. On a vraiment besoin. Mais pas comme ça. Enfin, on va pas s'en sortir en envoyant des Tesla dans l'espace. Ça, je pense qu'on est assez d'accord là-dessus, quoi. C'est une question de patience, mec. T'es pas, c'est pas assez. Tu veux dire Il y en a un certain nombre. Ça va ruisseler. Je reviens un peu en arrière sur la question qu'on a un peu éludée vite fait sur justement les femmes dans la science, qu'on a un peu passé très vite, je trouve. Justement, est-ce que l'hybris c'est quelque chose de purement masculin ou est-ce que c'est notre système qui impose aux femmes de vraiment rester en arrière, à ton avis? Je pense pas que ce soit. Enfin, et voilà, on a discuté de savoir si ça existait réellement ou pas, mais dire dans le cadre fictionnel, je pense que par contre c'est traité de façon souvent masculine. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette idée que la recherche de connaissances, cette espèce de vouloir de recherche de dépassement démiurgique, finalement, c'est quelque chose de masculin. Et vraiment, c'est ça le pouvoir masculin, puissant, autoritaire, qui va chercher à conquérir du coup une figure féminine de nature qui va être l'incarnation justement. La femme va être associée à la nature, à ce qui est sauvage, à ce qui doit être secret, découvert. Donc il y a vraiment cette dualité qui revient dans beaucoup de récits où du coup l'hubris c'est du côté masculin. Mais je pense qu'on peut justement challenger ça maintenant dans des récits actuels. Tu as une idée? Là, il n'y a rien qui me vient comme ça directement. Moi, je voudrais juste un instant, parce que c'est un truc qu'on a un peu éludé, mais on est des gens qui créent, quoi. Et du coup, il y a quand même on en parle assez peu, mais il y a une dimension esthétique dans la science, en fait. Et dans le décorum, dans comment dire, je pense par exemple à des choses comme la Fondation SCP ou même les Backrooms, qui sont des fictions modernes qui s'écrivent en ligne notamment, et où tout le décorum, toute la façon dont c'est rédigé prend une apparence scientifique avec des gens qui se donnent des protocoles. Et puis il y a toute une esthétique presque administrative, c'est-à-dire on va avoir des retranscriptions audio, des changes. Ça touche aussi à ce qu'on appelle l'horreur analogique, tout ce qui est la technologie, etc. Et du coup, je trouve que le décorum artistique, qui n'a rien forcément de réaliste, etc., est un outil incroyable, je trouve, pour des récits de fiction, dans ce sens où la fantaisie avait la magie pour permettre une liberté totale. Et aujourd'hui, c'est la science qui, quelque part, est le dernier bastion d'une éventuelle magie qui serait de découvrir encore aujourd'hui la matière noire avant le Big Bang. Enfin, il y a encore plein de points assez mystiques dans lesquels on peut très vite facilement mettre autre chose que de la science, si vous voyez ce que je veux dire. Et ça reste quand même, outre la réalité du monde, c'est vraiment que je distingue bien les deux, c'est quand même fascinant. Moi, j'ai une grosse appétence pour les récits de scientifiques, pas forcément fous, mais de scientifiques qui vont partir, en tout cas, dans leur tunnel. C'est plutôt ça, sans avoir ce côté hubris, je vais trop loin, plus de morale, etc.
pour en fréquenter un ou deux, il y a quand même des scientifiques qui ont ce côté un peu doudingue, notamment quand ils sont dans de la physique très abstraite ou des choses où tu es un bout de papier, tu fais des équations zinzin, mais ils sont avec un crayon à papier. Et c'est des gens qui ont quand même cette capacité de partir dans des choses qui te parlent plus, mais où ils ont l'air. Il y a une forme de beauté là-dedans, en fait. Quand bien même tu comprends rien, et je dirais même que moins tu comprends quelque chose, plus tu es peut-être apte à avoir une forme de beauté comme ça, très distanciée vis-à-vis de ce monde que tu connais pas et qui a l'air de manier. Des choses folles, quoi, la vérité, la matière, la cause des choses. Enfin, donc, du coup, on a montré, et c'est important, le côté un peu gueule de bois de l'image qu'on en a, et puis en fait de la réalité des choses. Mais je pense que c'est quand même des récits qui ont encore de l'avenir, dans le sens où ça reste hyper opérant en termes de fiction, d'intrigue, de comment est-ce qu'on peut t'accrocher. Je pense à la Art Science, où il y a aussi il y avait Une table ronde juste avant. une table ronde juste avant, où c'est passionnant. C'est comment est-ce qu'on fait de la SF tout en restant le plus possible dans des trucs très, très, très proches de la science, quoi. Et voilà, je voulais juste remettre un petit côté esthétique et créatif là-dedans, dans le sens où c'est quand même un super outil, quoi, pour écrire des histoires, on va dire. Oui, et puis il n'y a quand même pas que des choses négatives dans la science. On a parlé de tout le côté négatif. Il y a quand même aussi une recherche. Le Covid nous a montré que quand on se donnait les moyens, on pouvait trouver un vaccin en même pas 6 mois. Donc, Ouais, mais regarde, c'est vrai, mais par rapport à la charge de Big Pharma et du discours machin, et c'est dur de dire que Pfizer est une boîte cool, tu vois. Donc j'entends bien le problème, quoi, tu vois. Mais c'est la science, elle est ce qu'on en fera. Et en fait, ce qui est très déprimant, où je rejoins Léo, c'est que aujourd'hui, l'argent vient de gens qui sont pas intentionnés sur le bien commun forcément, tu vois, sans aller dans du complotisme. Si c'est pour faire la guerre, c'est pas pour résoudre la fin du monde, tu vois ce que je veux dire, c'est pour faire la guerre, quoi. Et du coup, ça, c'est un peu déprimant pour le coup, dans le sens où j'imagine que si demain on trouve un truc incroyable qui permet de guérir le cancer, je doute que ce soit donné à la population open source, tu vois. Non. oui, le Et meilleur ça, c'est exemple. déprimant, parce que pour le coup, ce sera toujours attrapé par le profit, par une forme de pouvoir, par comment est-ce que je peux avoir un avantage grâce à ça, tu vois. Oui, le meilleur exemple, enfin, c'est dont tu m'en parles, ça me revient. Et aujourd'hui, j'avais écouté un jour un scientifique qui disait que, en fait, avec les satellites dans l'espace aujourd'hui, on pouvait prévoir, grosso modo, la production de blé au niveau mondial, avec les températures, les machins, etc. Et qu'aujourd'hui, au lieu de servir à pouvoir savoir si on pourra alimenter la population, ça sert à spéculer sur le blé. Donc, Imagine si on filait aux anthropologues tous les datas récoltés sur tous les trucs de nos smartphones, genre pour savoir qui on est pour de vrai, au lieu juste de faire des pubs ciblées pour le Viagra. Ce serait pas C'est ça les pubs que mal. tu reçois, toi, du coup. De quoi Bah évidemment, Ok. ouais, et depuis longtemps. Hein, ça serait... Mais non, mais la science c'est trop bien, bien sûr. Évidemment, la science c'est ouf et c'est indispensable. Et je pense même en termes de narration, c'est un des narratifs collectifs les plus dingues qui soit, parce que pour le coup, c'est aussi pour ça que je pense que c'est vraiment un objet collectif, c'est que la subjectivité n'y a aucune part. C'est quoi que tu en penses, qui que tu sois, la science, c'est la science en fait. Et si tu as envie que ce soit comme ça, et ben ce sera pas comme ça. Toi, t'as pas fait tes propres recherches. Moi, j'ai pas encore fait mes propres Voilà, recherches. pour Mais, ça. mais ce que je veux dire, c'est que c'est un corpus collectif qui dit des choses sur le monde qui sont strictement impensables. Et ça, moi, je trouve ça génial, en fait. C'est ce qu'on découvre, ce que la science nous dit que le monde est. Personne ne l'avait jamais postulé, ever. C'est-à-dire que depuis notre endroit où on est et qu'on regarde le monde, on se dit, ah, le monde doit être comme ça. Et ben, en fait, pas du tout. La science nous dit, non, c'est pas ça. Et ça, moi, je trouve ça, enfin, ce récit-là, et qui est un récit, enfin, comment dire, que la méthode scientifique permet, elle le permet parce que c'est collectif et parce que les choses qui sont découvertes sont ensuite validées par la méthode scientifique, en fait. Et la méthode scientifique dit des choses du monde qui sont impensables et qui sont, dans la majeure partie des cas, indicibles. Donc après, la question, c'est comment est-ce qu'on raconte l'histoire de la science? Comment est-ce qu'on transmet ce qu'on est en train de découvrir, ce qu'on est en train de chercher pour que ça fasse sens pour nous? Mais ça, c'est un problème d'humain, en fait, de faire sens des informations objectives sur ce qu'est le monde, quoi. Et donc c'est aussi pour ça que je pense que les récits ne sont pas anodins, en fait. C'est-à-dire que les récits, quels qu'ils soient, et en particulier les récits qu'on tient sur la science, va rendre accessible ou pas ce récit collectif global qui est comment le monde fonctionne. Et comment le monde fonctionne, c'est quand même comment dire, des informations qui sont utiles et qui là sont en train de devenir vitales. Donc c'est pas mal la science, ouais. Enfin, c'est non seulement pas mal, mais vraiment, vraiment c'est de ça dont on a besoin en fait. Après, c'est juste comment est-ce qu'on accède à ce récit, qui y accède, comment est-ce qu'on partage ce corpus de connaissances qu'on constitue ensemble. Mais je pense qu'on est aussi à un stade où on n'a jamais autant cherché et avancé dans la science. En fait, on découvre des trucs tout le temps. On est en train de progresser à une vitesse assez dingue sur la connaissance
objective de ce qu'est le monde dans lequel on vit. Après, c'est aussi pour ça que c'est un peu rageant de voir ce qu'on en fait, en fait, ou plus précisément ce qu'on n'en fait pas, quoi. Mais justement, est-ce que l'image du scientifique dans ce cadre-là n'est pas à réinventer complètement? Est-ce que c'est justement pas justement cette construction du scientifique seul dans sa grotte qu'on nous a vendue depuis Marie Shelley? Est-ce que c'est pas cette vision-là qu'il faut détruire complètement, y compris au niveau on va dire récits, puisque dans les récits, dans nos romans, il y a souvent des scientifiques qui sont seuls dans leur laboratoire. Moi, je crois pas qu'il faut détruire quoi que ce soit en termes de récits, c'est bon, enfin, on peut en rajouter, quoi. On rajoute, on met des trucs par-dessus, puis on voit ce qui nous intéresse. Et justement, quelles sont pour vous les manières, les matières, les manières dont la science pourrait s'emparer de ces choses-là, dont les scientifiques pourraient s'emparer sur le futur et sur le bien-être de l'humanité? Est-ce que vous avez des idées comme ça qui pourraient nous relancer sur le sujet? Oula. Qu'est-ce qui, pour vous, justement, quels sont les domaines scientifiques dans lesquels quels sont les domaines scientifiques dans lesquels ces scientifiques aujourd'hui pourraient chercher pour nous permettre d'améliorer notre futur? Je pense qu'ils le font déjà, en fait. Je pense que c'est plutôt, ce qu'il faut interroger, c'est pas tellement la figure du scientifique, mais plutôt la figure des boîtes, des sociétés finalement, du fonctionnement tourné sur l'argent qui entoure la science plutôt. On en vient à cette fameuse phrase que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Je l'attendais, je suis assez content. On aurait pu la faire au début, en vrai. On aurait pu la faire au début, c'est toujours à la défendre dans la pièce. Mais justement, est-ce que, on en revient à cette question, quelles sont la morale, quelle est la morale, quelle est l'âme de cette science? Je vais prendre un autre sujet, mais qui est très actuel. Non, mais qui pourrait essayer de répondre un peu à ta question. Moi, je suis hyper frappé, par exemple, sur les IA créatives. Vous en avez forcément entendu parler avec ces générateurs d'images, genre Midjourney, etc. Et on voit un peu la même chose. En fait, à la base, c'est une technologie fascinante. C'est du deep learning. Et puis, on voit un robot qui essaie de recréer une image. En soi, c'est fascinant. Le truc, c'est que ça a été récupéré beaucoup par des crypto-bros, comme on les appelle affectueux. C'est des gens qui sont dans la crypto. Les NFT, ça a foiré, donc ils se sont mis un peu là-dessus. Et aujourd'hui, ils pompent l'art des gens qui créent. Tu vois, il y a carrément des artistes qui disent qu'ils arrêtent, des gens assez connus, tellement ça les déprime de voir qu'une machine apprend leur travail. Et tu as juste à rentrer un prompt. Donc, c'est une simple petite phrase pour dire Léo Henry habillé en Joker en train de parler de la science, tu vois. Et ça va te sortir une image, si tant est qu'il y a une photo de Léo en ligne, et tu peux dire avec le style de quelqu'un, d'un artiste que t'aimes bien, tu vois, un artiste de comics. Et le truc va sortir quelque chose de... Et ils en font commerce, et il y a carrément un nouveau métier qui s'est créé qui est prompt, alors je sais plus exactement le truc, mais prompt engineer. Donc en gros, t'es celui qui arrive à faire les bonnes phrases pour que l'image sorte bien, tu vois. Et c'est des gens qui, du coup, il y a tout un discours qui est en train de sortir de dire, mais en fait, vous les artistes, si vous voulez créer, c'est juste pour la thune, etc. Pourquoi est-ce que vous voulez pas que tout le monde puisse créer, etc. Donc c'est-à-dire qu'on est en train de nier le côté presque un peu scientifique de l'artiste, de tâtonner, chercher des trucs, chercher une forme de vérité dans ce que tu fais. Alors, c'est très éloigné, mais vous voyez l'idée, quoi, de quelque chose d'un peu qui suppose du temps, de la connaissance, des erreurs. Enfin, l'art, voilà, c'est la création artistique, c'est quelque chose. Et que là, un robot puisse le refaire directement, et les gens qui disent, mais il n'y a aucun problème, attends, pourquoi tu veux pas qu'on marche sur tes plates-bandes d'artistes qui veut garder son petit précaré? Et je trouve que c'est ouf de voir comment, et c'est ça qui me rend un peu triste, c'est que faut la perspective avant tout, plutôt que de mettre les scientifiques sur des trucs, c'est détruire le capitalisme dans sa forme actuelle. C'est-à-dire que la vraie hubris, elle est là-dedans. Et ce qui me fait très peur, c'est que c'est une hubris qui est plus attachée à quelqu'un. C'est une hubris qui est attachée à un système qui, du coup, si tu veux, plus de profit, plus de rendement, machin, il n'y a pas de fin à ça, à part juste la fin de la planète. Et on est en train de le voir. Et ça, du coup, c'est ça qui me fait très peur. C'est que l'hubris, elle est collective et elle est rattachée à personne. Et on n'a pas, nous, en tant qu'humains, tellement la sensation d'avoir une prise sur la méga boîte qui fait des trucs, tu vois. T'es rien, et même voter, on a l'impression que ça. On arrive à un moment où on commence à douter un peu qu'on puisse. Donc je dirais que c'est plutôt. C'est peut-être une réponse de Normand, mais je suis né dans la Manche, donc ça passe. Mais pour moi, c'est plutôt le capitalisme. Dans sa forme sans limite, on va dire, tu vois. On n'est pas capable de dire stop, là c'est bon, vous avez des milliards, on s'arrête. Et ça me fout les scientifiques seront toujours soumis à ça. Et ça, tant qu'on ne fera pas autre chose, je dis pas forcément un autre système, mais au moins lui mettre des limites, tu vois. Et ça, tu comprends, la libre entreprise, c'est le truc, c'est le joker ultime. On va mourir, mais il faut pouvoir innover. Et ça, ce discours-là, je le trouve dangereux parce qu'il n'est pas du tout mis au service, quelque part, de ce qu'on pourrait imaginer, de l'humanité. Mais mis au service, malheureusement, j'enfonce des portes ouvertes, mais c'est presque rageant de voir que c'est aussi bête et méchant que ça, tu vois.
Et moi, ce que j'aime bien, c'est que quel que soit le sujet de la table ronde aux intergalactiques, on arrive à la même conclusion. Oui, j'ai l'impression. Le J'ai vinaigre troisième table blanc, ronde que le je fais. patriarcat et le capitalisme, c'est les 3 réponses, quoi. Ah, désolé. C'est un peu limite par rapport au sujet, mais on pourrait. Ça marche encore. Attends. Allô. Ouais. Ça marche. Oui, c'est finalement une autre figure de démiurge, c'est celle du créateur aussi. Et, typiquement dans l'imaginaire, il y a les écrivains de dystopie qui projettent un peu ce futur construit par la science dont on parle actuellement, où tout est aux mains de l'industrie. Et du coup, ça vire mal et forcément, de nos jours, on voit des similitudes avec ces récits dystopiques et on se dit, ah, dis donc, quand même, quelle clairvoyance, mais est-ce que du coup, il n'y a pas un côté autoréalisateur dans un sens et de l'autre côté, il y a les écrivains d'utopie. Et c'est un genre qui revient pas mal en ce moment qui, justement, avec fond en tant que démiurge, imagine un monde et un système qui fonctionnerait différemment et dans lequel la science tient un rôle différent. Lisez Becky Chambers. Pardon, oui. Lisez Becky Chambers. Je rebondis 2 secondes sur ce que tu dis parce que si ces thématiques vous intéressent et que, je trouve que BioShock est ça a ses défauts, mais c'est quand même un truc qui est pile poil au milieu entre la science et un entrepreneur fou qui est d'ailleurs un peu inspiré de Ayn Rand, qui est un peu à la base du libéralisme et qui du coup c'est en gros un entrepreneur fou milliardaire qui décide d'aller créer Rapture, une ville sous l'eau et qui du coup en secret, en plus ils le font en secret et du coup il va prendre toute l'élite artistique, scientifique, intellectuelle et les emmener dans cette cité art déco en plus, donc c'est vraiment fantastique. Et on arrive dans cette ville au moment où l'hubris, on est après l'hubris et la destruction, on arrive dans cette ville délabrée où on voit toutes les conséquences catastrophiques d'un endroit où, coupé aux yeux du monde, on a pu pousser le plus loin possible cette alliance entre science et entrepreneuriat, philanthrope, slash ce que tu veux. Et je trouve que c'est une œuvre qui reste quand même fascinante, en plus d'être chouette à voir. Esthétiquement, c'est cool, mais vraiment, BioShock, ça peut être cool à faire si vous ne l'avez pas fait et que ces thématiques vous intéressent. On va voir qui passe. On va passer aux questions. Il nous reste un quart d'heure. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Soyez pas timides. Hein. Le problème, c'est qu'il va y avoir des scientifiques dans la salle qui vont dire qu'on dit beaucoup de bêtises depuis tout à l'heure. Raconter n'importe quoi. Moi, je voulais revenir un petit peu à la science-fiction et par rapport à ce que vous avez dit. Est-ce qu'en science-fiction, finalement, les personnages de cerveau d'entrepreneurs et est-ce qu'en science-fiction, justement, c'est pas une personnalisation de tout ce qui est cerveau économique et libertiste presque facilité scénaristique permet de faire le lien entre dans la vraie vie, on a eu Einstein et je ne sais combien d'années plus tard, on a eu la bombe nucléaire. Et en fait, est-ce que c'est pas juste une manière, dans un roman, dans un film, d'avoir un personnage qui tape sur l'épaule d'Einstein, qui dit tiens, je te donne des trucs, fais des recherches, prends ça, qui met ça dans une carte, dans la bombe, et qui appuie sur le bouton, est-ce que c'est pas de faire ce plus rapidement? Possible, mais moi j'ai beaucoup d'exemples dans l'autre sens où le savant fou fait super bien. Ça, et on voit qu'il ça, en fait, quand même souvent présenté, c'est rarement corrélé à place, en fait. Je pense que c'est ça qui. Cette figure quand même du scientifique qui s'autonomise. Je sais pas. Il y a tout le Oui, ou alors c'est qui sont, c'est le scientifique fou qui est du côté des méchants communistes ou des méchants chinois, américains. Par contre, si je comprends un peu dans ta question, il y a cette idée aussi de peut-être qu'ils n'existent pas, mais c'est une façon de se mettre un garde-fou, une forme d'image qui permet d'abstraire la chose, de la mettre à distance et donc de la penser. Et tu parlais de la bombe atomique, il y a Oppenheimer qui va sortir là, et je sais plus exactement la phrase qu'il avait, mais au moment où il se rend compte qu'il peut faire exploser la planète, il a une espèce de stop, de réalisation qui devient un destructeur de monde et que là, il a lui-même une espèce de recul. Et je pense que effectivement, c'est sans doute le but de l'art, entre autres, d'essayer de nous offrir des figures
qu'on peut penser sans avoir à forcément expérimenter ce qui serait dans la vraie vie, sans doute. D'autres questions? La méthode comme ça, c'est de marcher pour je ne sais pas. Parce que, par exemple, vous n'allez pas être remetté. Et par contre, si on prend Einstein, un moment dans l'histoire où on a un sur la science, en fait, Einstein est aidé parce qu'il va se construire d'autres œuvres comme Waouh, par l'humanité à forme pour essayer de transcender la mort, un peu comme Einstein essaie de vaincre la mort. On a ça finalement même dans la quantité avec Miura et la malignité des personnes qui ont rien avec le VRX. Est-ce que finalement, faire dans l'humanité, c'est pas vraiment empathique? Est-ce qu'on n'a pas la question de c'est plus Dieu qui vient dire c'est pas bien, c'est plus arrêter d'être empathique, arrêter de ressentir les émotions des gens parce que je vais transcender la mort et d'aller au-delà de limites de mon expérience. Donc, Je suis pas sûr d'avoir compris, mais je trouve ça pas mal. Mais non, ça voudrait dire que cette quête-là, c'est sur le savant fou, c'est sur les mystères, peut-être au milieu des autres. C'est ça ta finition. C'est pure santé. Parce qu'en fait, en voulant entendre, faire ce métier, et définir mettre les mots. L'ordre, c'est-à-dire refuse de penser aux autres, c'est l'idée. La vie. Est-ce que du coup, ça, mais il n'y a plus un élément extérieur à toi, tu peux devenir moi ma personne. Moi, ce que je trouve hyper intéressant dans ce que tu soulèves, c'est qu'il y avait, je le disais tout à l'heure un peu avec la magie, ça permettait de mettre tout l'expliquer dans ces magiques. Et puis, à un moment, la science arrive, elle met des protocoles, elle met des mots, des valeurs sur les choses. Et du coup, on entend bien de dire que la magie s'éteint un peu au moment où la science arrive. Et pendant longtemps, la science a apporté beaucoup de réponses sur des choses qui étaient pas invisibles, donc tout simplement. Et ce qui est marrant, c'est que malgré cette avancée scientifique qui nous a vraiment fait faire un bond incroyable, elle n'a pas pour autant réussi à répondre encore de façon ferme sur pas mal de choses, quoi, sur la question de Dieu, sur ce qui se passe après la mort, etc. Alors on a des pistes, des théories, mais quelque part, je trouve ça hyper intéressant de dire qu'après une période de dire la science va tout résoudre, elle a résolu énormément de choses, mais on arrive quand même à des points où il y a encore la place, c'est ce que je disais tout à l'heure, de mettre des choses qui sont pas scientifiques, quoi, de mettre et c'est pour ça que je pense que dans la fiction, ça aura encore, jusqu'à ce qu'on réponde à ces questions peut-être, mais ça aura encore un boulevard de choses à raconter et à dire dessus parce que la science garde une part de secret pour l'instant, en fait. Je sais pas si ça répond un peu au truc, mais il n'y a plus de question de Dieu, mais le Dieu peut prendre une autre forme, ça peut être la matière qui va te dire non. Et est-ce que quelque part, c'est pas un peu Dieu finalement? On appelle plus ça Dieu, mais la science, c'est le vivant, le réel, la physique, tout ce qui est, quoi. Donc c'est assez proche de ce qu'on définit comme Dieu, tu vois. Donc finalement, c'est plus une question d'appellation, mais la problématique elle reste un peu la même, quoi. Voilà. Il va aussi peut-être une question d'altérité dans le sens où quand on devient, on est plus facilement empathique avec ce qui nous ressemble. C'est toute la problématique du spécisme, finalement, du rapport qu'on entretient avec les animaux. Est-ce qu'on va éprouver de l'empathie avec un animal plus facilement avec un chat qu'avec un mouton, et plus facilement avec un mouton qu'avec une araignée? Et quand on devient autre, finalement, qu'on se dégage de l'humanité, naturellement, la fraction s'opère et l'empathie par rapport à ceux qui nous ressemblaient à l'origine diminue parce qu'on s'y identifie plus. Est-ce que c'est plus un processus finalement assez naturel, une punition divine?
dans le sens négatif. L'autre, est-ce que le thème de la science toute phrase de poésie. Poésie au sens terre et au sens pas justement le problème. Savoir tout prendre des détails. Pareil. Non, mais je réfléchis à ce que tu dis, je trouve ça, ça veut dire que, est-ce que quelque part pour le savant, la chose qui l'attire le plus, c'est de ne pas savoir. Enfin, c'est sans doute peut-être l'opposé de sa quête. Donc effectivement, je pense que quel que soit le domaine, tu vas avoir une attirance pour ce qui t'est inverse, quoi. Comme et peut-être que tu as raison de vouloir tout savoir. Il y a une forme de quelque part tuer la magie. Oui, on va savoir ce qui se passe, mais quelque part, on va te dire ce truc qui te faisait rêver. En fait, c'est tout bête. C'est pas. Et j'entends cette fin de la poésie dans ce que tu dis là-dedans. Après. Je dirais qu'à l'inverse, le scientifique est aussi capable de découvrir des nouveaux champs de poésie. En fait, tu découvres un truc et ça ouvre toute une nouvelle façon de voir, de remettre en question et tout. Et il peut y avoir quand même je peux croire qu'un scientifique a pour ça comme quête ultime de réussir à être déboussolé, se trouver face à quelque chose qu'il ne comprend pas pour l'instant. Tu vois, mais après, on en revient jusqu'au moment où il va comprendre et du coup, ça se mord la queue. Je suis désolé. Je pense qu'un coucher de soleil, même si tu sais à quoi ressemble le soleil, même si tu sais que le soleil n'est qu'une série d'explosions nucléaires contrôlées, enfin contrôlées justement, un coucher de soleil, ça reste un coucher de soleil. Coucher de soleil et anticapitalisme, c'est parfait. Je suis venu pour ça, moi. Tu as encore d'autres questions? Salut. Il n'y a pas de connaissances interdites pour toi, pour le reformuler autrement? Il n'y a pas des choses que tu sais qui sont dangereuses, genre l'atome, ça peut être un exemple. C'est ce qu'on en fait, quoi, c'est ça. Bien sûr. J'aurais tendance à penser qu'en fait, toutes les personnes qui sont dans une recherche de connaissances, d'une certaine façon, œuvrent ou pensent œuvrer pour une forme de salut, justement. Et y compris l'entrepreneur mégalo qu'on pense. Je pense que finalement, dans le fond, ils pensent tous œuvrer dans le sens du progrès de l'humanité ou de ce qui est bien. Il n'y a pas de. Finalement, personne. Enfin, il n'y a pas vraiment de génie du mal qui veut détruire l'humanité, quoi. Et je pense. J'espère. Juste, je drop une petite ref comme ça en partant. Ça fait longtemps que je l'ai pas lu, donc je sais plus si c'est forcément très valide, mais j'avais été pas mal marqué par un roman qui s'appelait Des fleurs pour Algernon,
et où le principe, c'est, je crois, quelqu'un qui est déficient mental au début et qui, du coup, par une opération, arrive à accéder à un QI élevé, c'est un peu vite, mais il devient extrêmement intelligent, extrêmement conscient, et c'est donc un récit à la première personne. Et le problème, c'est que ce processus est dégénératif, et qu'après la première moitié du livre, il se voit perdre, enfin, on le voit accéder à la connaissance avec tout ce que ça suppose, et je suppose du bris jusqu'à un moment où, en fait, il se rend compte que c'est momentané, qu'il va revenir là où il était avant. Et donc, il y a cette montée et cette descente vers une forme de connaissance, et ça m'avait beaucoup marqué, quoi. C'est hyper émouvant, en même temps. Après, voilà, je sais pas ce que ça vaut en termes de science et si c'est réaliste, mais en tout cas, c'était un super beau placement d'histoire de voir. Et c'est écrit avec quand même pas mal de finesse. C'était pas, ça fait un peu pitch bourrin comme ça, mais en vrai, c'est amené avec beaucoup de finesse et dans mon souvenir. Et du coup, ça peut être un livre intéressant. Ça se lit en plus, c'est pas un énorme pavé, donc c'était un bon souvenir. Je sais pas si les gens l'ont lu, mais ça pose un peu cette question de Lebris. Je te laisse toutes les questions un peu comme ça, freestyle. À chaque fois, je te vois gigoter, du coup, ça me fait- Enfin, moi, ce que j'entends dans ta question, c'est que le scientifique comme l'entrepreneur, on va dire, ils ont quelque part, on pourrait imaginer qu'ils ont pour but d'améliorer, en tout cas de trouver. Le scientifique va vouloir trouver un vaccin, expliquer un fait scientifique, et l'entrepreneur va plutôt se poser la question de comment est-ce que je pourrais appliquer ça de façon à ce que ce soit, donc que je puisse le vendre, mais aussi que quelque part ça puisse intéresser le spectateur comme tu le décrivais. Donc du coup, je pense que le spectateur, il a pas de rôle actif, mais il est quand même au centre de tout ça. C'est si je veux résoudre la science, c'est pour que l'humanité puisse avoir quelque chose de plus dans sa main. Et l'entrepreneur pourrait dire, bah, moi, je veux apporter du bonheur aux gens, que des trucs qui étaient des problèmes deviennent simplifiés, etc. Donc, il peut y avoir un a priori qui est plutôt positif dans ce triangle. Après, on en revient au réel dont on parlait. On se rend compte que malheureusement, c'est pas toujours, en tout cas, ce qui arrive en priorité. Ça arrive 50, 60 ans après les applications militaires, finalement. Mais bon, ça finit par arriver, alors peut-être. Mais c'est vrai que c'est important d'introduire cette notion de spectateur parce que finalement, dans ces notions de savant fou ou d'entrepreneur, il y a toujours de toute façon l'idée qu'on a construit un narratif et ce narratif, on le construit pour le commun des mortels, pour nous, quoi, pour nous forger soit des héros, soit des ennemis à abattre et pour qu'on adhère tous collectivement en tant que société à ces idées aussi. Et est-ce que ces boîtes défendent dans le cas dont on parle? Dit-il en chaussons. Enfin, après, moi, je sais, vous faites ce que vous voulez avec ça, mais.
non seulement les on a le pouvoir de faire. Allez là. En tout cas, inclure le spectateur, tu as raison, c'est un peu le fantôme qu'on a, enfin, on l'a cerné quelque part, mais tu as raison, on ne crée pas des choses pour rien ou juste pour la beauté. Enfin, il y a toujours l'idée de qu'est-ce qu'on pourrait faire de cette connaissance, enfin, je suppose, quoi. C'est pas juste comme ça pour le plaisir de faire, quoi. Et en ça, c'était intéressant de ramener aussi ça parce que, et je te rejoins, Léo, pas avoir de téléphone aujourd'hui, tu vois, c'est quasiment personne qui le fait, mais c'est un acte assez militant et qui va dans le sens de dire, bah, je fais ce choix, quelque part, de couper le fait que la technologie puisse rentrer en moi malgré moi, parce que c'est un peu ça aussi le problème. Donc je trouve ça intéressant ce que tu dis sur ce point. On a encore un peu de temps ou c'est. Ouais, bon, une dernière question peut-être alors? Oui. Enfin, pour la deuxième partie de la question, pour moi, ça va dans le sens de, enfin, de comment est construite notre société, à savoir, enfin, où enfin, la figure masculine incarne une figure, enfin, de pouvoir, de conquête, que ce soit la conquête scientifique ou la conquête militaire. Il y a vraiment ce côté héroïque, et la femme est le prix à conquérir finalement, qu'elle soit enfin une femme ou qu'elle soit représentée par une terre. Et je pense que finalement, il y a aussi cette idée-là dans cet archétype, quoi, où la science et le savoir mental, technique va être du côté masculin, alors que la nature, le sacré, va être du côté féminin. Je pense que, enfin, pour moi, c'est vraiment ça qui fait qu'on associe spontanément, et puis on a été nourri, voilà, pendant des millénaires de récits où c'est des hommes qui conquièrent, qui découvrent, qui recherchent. Après, est-ce que le rôle des femmes, c'est de raconter ces histoires? C'est plus compliqué. Ça me demande un peu de réflexion, là. Peut-être que quelqu'un a un truc intelligent à dire dessus. Oui. Ok, ça arrive bien, on va dans les cimetières, on va dans l'électricité, c'est tout bien. Mais par contre, au moment où la création des dieux, j'aimerais bien pas. Oui, surtout qu'en plus, c'est parce qu'il a peur que la créature se reproduise. Alors, du coup, ça a quand même des implications sur ce qu'il a fait scientifiquement qui sont assez bizarres. On pourrait se dire qu'il a un certain contrôle sur le sujet, quand même. On a encore une dernière question? Bon, bah, dernière question et après on arrête. Je voulais revenir un peu sur ce que vous disiez tout à l'heure. Ça s'appelle la recherche scientifique publique. Donc oui. Oui, je pense que c'est souhaitable. Après, je pense que ça existe effectivement, c'est des financements publics, mais en tant que justiciable, t'as pas forcément l'impression d'avoir une. Non, non, pas justiciable. Putain, excuse-moi.
C'est mes vieilles études de droit, je suis désolé, ça a surgi. Non, en tant que citoyen, tu vois, évidemment que ça, c'est des impôts qui aident, etc. Mais ce que j'entends plus dans ta question, c'est est-ce que le quidam, tout le monde, nous, en tant que votants, on pourrait dire, attendez, on veut mettre des financements là-dessus et pas là-dessus. Je pense que c'est plutôt ça ta Ouais, question. mais ça, c'est une question méga importante, mais c'est aussi la question vraiment de la transmission, de la connaissance. Donc, c'est genre, il faut faire de la vulgarisation scientifique, en fait, il faut faire de l'éducation scientifique pour tout le monde, et il faut faire aussi de l'éducation à l'histoire des sciences et à l'éthique des sciences pour tout le monde. Enfin, en gros, il faudrait qu'on soit tous globalement plus intelligents, mais c'est un peu la base. C'est ça solution, ça. Mais non, mais c'est ça qui. Mais non, mais intelligent au sens de partager les connaissances, mais c'est sûr que c'est ça qui. Enfin, c'est ça qu'il faut faire. On est d'accord, non? Et t'aurais peur que le peuple, enfin, j'entends un peu ça dans ta question, est-ce que vous auriez peur que le peuple qui n'y connaît peut-être pas forcément grand-chose au grand questionnement, est-ce que ce serait... Ah oui, tu as répondu à la question en disant si on était plus intelligent, on ferait les bons choix, c'est ça? Mais non, mais enfin, puis le peuple, ça n'existe pas. Enfin, on transmet, quoi. Enfin, je sais pas comment dire. Mais ça, c'est une part ultra importante de la recherche scientifique, c'est la transmission, en fait, et la vulgarisation, et que le plus grand nombre possible soit capable de comprendre. Et c'est un gros angle mort de la recherche, enfin de la science. Oui, mais parce que peu de moyens. Parce que c'est pas ça qu'on est en train de faire. On est en train d'envoyer des Tesla dans l'espace. Bon, merci beaucoup à tous. Et merci pour la modération aussi. Oui, merci. Merci à toi, Merci.